L'empathie, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et alors j'ai pas envie de faire ça sur Catherine, alors je vais plutôt le faire sur le chat. Alors le chat. Oh oui, t'as l'air triste. Comment ça s'est passé? Les mulots ont pas été sympas avec toi? Non, tu les as pas trouvés? Puis tu me fais ma toilette parce que je pue un peu. Bah oui, bien sûr. Aïe. 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 Bon, visiblement, c'est pas très concluant. Vaudrait mieux que je demande à Catherine, qui elle est psy, comment ça marche l'empathie parce qu'elle doit l'utiliser tous les jours. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, je laisse la place à Catherine pour nous parler de l'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? Alors j'ai promis dans cette vidéo de parler moins vite que dans la dernière où j'étais un petit peu au taquet et qui a peut-être empêché certaines personnes de bien comprendre mon propos. Est-ce que c'est ça être empathique? Peut-être. Parce que l'empathie, c'est la compréhension de l'état psychique de l'autre ou la connaissance de ses émotions. Mais je vous dis ça alors que finalement, si vous cherchez une définition de l'empathie, ça va pas être si simple que ça de trouver quelque chose qui est homogène. C'est pas si bien défini que ça. Alors, on peut peut-être définir l'empathie en partie parce que ça n'est pas. Par exemple, l'empathie, ça n'est pas de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un ressent une émotion, vous ressentez exactement la même émotion et à la même intensité. Ça, c'est plus proche de l'identification, c'est-à-dire qu'on s'identifie à la personne qui a une émotion et finalement, on se perd un petit peu dans cette émotion-là. Dans l'empathie, il y a vraiment une conscience assez claire de la différence entre soi et l'autre, qui n'existe pas vraiment dans l'identification, où on peut être presque collé à l'autre, et on pourrait presque être avec un seul cerveau émotionnel si on voyait ça de manière imagée. Donc ce n'est pas la même chose d'être une éponge émotionnelle que d'être dans l'empathie, où là on va être plus dans un fonctionnement de compréhension et de connaissance de ce qui se passe pour l'autre. L'empathie, ce n'est pas non plus de la sympathie. Ça veut dire que quelqu'un génère chez nous quelque chose d'agréable à l'intérieur de nous. On trouve que cette personne est sympa, ou elle nous plaît bien, ou on a envie d'être proche d'elle. Vraiment, c'est une histoire de connaissance et de capacité d'imaginer ce qui se passe pour les gens en face de nous. Donc c'est vraiment une partie de notre cerveau intellectuel quand même, pas que émotionnel, qui va être active pour que l'empathie soit présente. Est-ce qu'on peut souffrir d'être trop empathique? C'est quelque chose qu'on me demande souvent, comment faire pour être moins empathique parce que l'intensité émotionnelle que je ressens face à des gens à cause de mon empathie me fait du mal. Finalement, c'est pas tellement compatible parce que dans l'empathie, il y a vraiment une régulation émotionnelle. On est capable de réguler suffisamment ce qu'on ressent soi-même pour utiliser notre imaginaire et notre réflexion pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer chez l'autre. C'est vraiment une démarche qui est en grande partie intellectuelle. Sinon, quand on est vraiment impacté par les émotions de l'autre, on va plutôt parler de éponge émotionnelle, de contagion émotionnelle, d'identification, et ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'on a des difficultés possiblement à mettre une frontière entre ce qui se passe pour l'autre et ce qui se passe pour nous. Alors que dans l'empathie, c'est quelque chose qui est assez clair. Ce qui est à l'autre lui appartient vraiment. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas nous toucher, mais il y a vraiment une frontière entre ce qui touche l'autre et ce qui se passe pour l'autre et ce qui se passe pour nous. On n'est pas dans un envahissement, il y a vraiment la notion de régulation émotionnelle par rapport à ça. Donc pour être vraiment dans l'empathie, ça nécessite d'avoir d'abord fait un travail de régulation émotionnelle. Ça veut dire qu'on sait ne pas se laisser envahir par un certain nombre d'émotions qui parfois nous envahissent tout au long de la journée ou tout au long de notre vie, et que du coup on va pouvoir utiliser une énergie pour chercher à savoir ce qu'il y a pour l'autre. Parce que l'empathie, comme justement ça nécessite des capacités imaginatives et intellectuelles, ça prend pas mal d'énergie au cerveau et notamment à notre cortex. Donc si on est trop envahi par l'émotion, notre cerveau n'aura pas l'énergie suffisante pour pouvoir vraiment être dans cette compréhension. Donc la frontière entre l'empathie et la contagion émotionnelle,
elle est vraiment à prendre en compte et à ne pas confondre l'un avec l'autre. C'est pas tout à fait la même chose. Si on est dans une contagion émotionnelle, oui, effectivement, on peut souffrir d'intensité émotionnelle trop forte et il va y avoir un travail de frontière à faire, de distinction claire entre soi et l'autre à travailler. Alors que dans l'empathie, ça c'est quelque chose qui existe déjà et on n'a pas besoin de mettre cette frontière en place et donc on n'a pas forcément de souffrance. En revanche, on peut dire que être très empathique, ça peut être fatigant. C'est-à-dire que comme ça nécessite des capacités corticales, donc cérébrales du cortex, ça dépense pas mal d'énergie, et là on peut être fatigué, ce qui fait que parfois on peut avoir envie de ne pas être empathique, l'autre il se passe quelque chose pour l'autre, et on n'a pas envie d'essayer de le comprendre parce qu'on est crevé, et qu'on a plutôt envie de se coucouner et de se recentrer sur soi. Mais ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'être fatigué ou d'être envahi par une émotion qui nous ferait souffrir. En quoi est-ce une compétence importante pour un psy? Alors plus qu'important, je dirais que c'est une compétence primordiale. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas imaginer ce qui se passe pour l'autre alors qu'on ne l'a jamais vécu, mais il y a plein de choses qu'on va pas pouvoir traiter. Parce que sinon, il faudrait que les psys aient vécu absolument toutes les situations traumatisantes de la Terre et tous les troubles possibles et inimaginables pour pouvoir aider les personnes qui les vivent. Et en plus de ça, même avoir vécu soi-même un trouble ou un traumatisme, ça ne veut pas dire que les gens qui ont vécu la même chose que nous l'ont vécu exactement de la même manière. Donc ça permet de comprendre des choses qu'on a soi-même jamais vécues, jamais rencontrées, jamais croisées dans notre vie, en fonction de ce que l'autre émet dans sa communication verbale et non verbale. Donc si on veut pouvoir aider tout un tas de gens et accompagner tout un tas de gens qui ont plein de troubles différents, c'est important qu'on soit capable d'utiliser notre imagination et notre réflexion pour pouvoir imaginer ce qui est en train de se passer pour la personne et qu'elle se sente comprise, parce que c'est une grande partie du travail de psychothérapie de faire en sorte que les gens puissent se sentir compris, parce que ça leur permet de se sentir avoir de la valeur suffisante, être en sécurité aussi suffisamment, et donc ça va être aidant. Et puis nous, ça va nous permettre, si on peut comprendre ce qui se passe pour elles et pour eux, de leur proposer des traitements adaptés à leur situation. Est-ce que l'empathie est quelque chose d'inné? Non. Je l'ai dit comme ça parce que souvent, c'est ce que les personnes ont l'air de penser, que ce serait inné et puis on naîtrait avec cette capacité ou non. C'est une capacité qui se travaille, qui se développe, le fait de se mettre à la place de quelqu'un et puis d'en ressentir quelque chose de manière qui ne soit pas envahissante. Mais par contre, dites-vous que déjà, ça va se travailler, mais ça va se travailler de manière différente en fonction du contexte. On sera empathique de manière différente en fonction de notre personnalité, mais aussi en fonction de notre vécu, parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles pour chacun ou chacune d'entre nous à comprendre que d'autres, qui vont nous demander plus ou moins d'efforts. Et donc, dans notre cerveau, les expériences passées qui nous permettent d'évaluer le présent vont pas être les mêmes. Il va y avoir aussi la proximité avec la personne, le fait qu'on soit plus ou moins proche, qu'on ait aussi de la sympathie pour une personne, ça va changer nos capacités empathiques pour elle. Il y a aussi les idées qu'on va se faire sur certaines choses que les personnes face à nous ont vécues, qui vont faire qu'on sera plus ou moins empathique. Donc l'empathie, ça va se travailler, mais ça va pas être uniforme pour tout le monde. Déjà, on va être tous empathiques, différents les uns des autres et les unes des autres. Et puis, en fonction des personnes qu'on aura en face de nous, on sera pas forcément toujours aussi empathique. Et il y a des personnes avec qui on pourra jamais être empathique parce que leur personnalité, et puis aussi leur histoire de vie qui résonne en nous, puis les opinions qu'on a qui sont contraires à ce que ces personnes disent font que même si vous êtes psy et que ça fait partie de votre outil de travail de savoir être empathique, il y a des personnes avec qui vous ne pourrez pas l'être. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir en tête que d'autres personnes pourront être empathiques avec cette personne-là, et puis si vous êtes psy, de réorienter, et puis si c'est un ami ou une amie, de dire, écoute, moi je peux pas trop t'aider là-dessus, je n'arrive pas à avoir beaucoup d'empathie pour ce que tu dis, donc peut-être tu pourrais aller en parler à telle autre personne. Mais vraiment, on peut tout à fait apprendre à se mettre à la place de l'autre. C'est un travail de plasticité cérébrale, comme un autre. Et si vous ne le faites pas de manière intuitive, parce que peut-être vous n'avez pas reçu d'empathie vous-même, peut-être vous n'avez jamais vu de personne qui était empathique et donc vous n'avez pas de modèle d'empathie, c'est normal que vous ne sachiez pas le faire, mais ça peut tout à fait se développer et se travailler. D'ailleurs,
Fabien, qui a commencé à faire de la CNV, a pu dire dans un podcast que peut-être vous avez déjà entendu que il y avait un module sur comment travailler son empathie qu'il avait très envie de faire. Et donc voilà, ça montre que c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler. Si vous avez des difficultés à comprendre des situations que vous n'avez jamais vécues, mais surtout ne vous découragez pas, ça peut tout à fait aller se travailler. As-tu des conseils pour travailler son empathie ? Alors déjà, vraiment faire un travail de régulation émotionnelle, parce que quand vous avez des personnes qui ont des souffrances ou des choses difficiles, comme même de la colère contre vous aussi, parce qu'on peut avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est en colère après soi, en tout cas, de savoir réguler déjà ses émotions. C'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui est facilement envahi par des émotions, commencez déjà par un travail de régulation pour apaiser vos émotions, parce que quand on a des émotions trop intenses, en fait, on ne peut plus utiliser notre réflexion et notre imagination de manière entre guillemets objective. Une chose qui peut aider ensuite, c'est de se poser la question, moi si j'étais dans cette situation, comment je réagirais ? C'est-à-dire on imagine que nous on est dans cette situation et on essaye de rester attentif à ce qu'on ressentirait. Ça ne veut pas dire que la personne qui est face à vous ressent la même chose que ce que vous ressentiriez, mais ça peut vous donner quand même des pistes qui montrent que vous voulez comprendre, et peut-être vous allez dire moi si j'étais dans cette situation je ressentirais ça, est-ce que c'est ça pour toi ? Faites l'expérience de demander à quelqu'un de vous dire ça quand vous lui expliquez quelque chose de difficile, vous allez voir que vous vous sentez déjà un peu compris. Vous voyez que la personne fait cet effort d'essayer de comprendre ce qu'il se passe pour vous, même si elle ne comprend pas du premier coup. Autre chose que vous pouvez faire, c'est vous rappeler de situations dans lesquelles vous avez vu des personnes qui étaient dans la situation qu'on est en train de vous décrire. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir comment elles se sont comportées, qu'est-ce qui s'est passé pour elles, et vous dire, tiens, dans cette situation que moi je connais pas du tout, j'ai vu des gens qui réagissaient de telle manière, et ça peut vous donner une indication, une connaissance de comment on peut se comporter dans ces situations-là. Donc tout ce qui va vous aider à comprendre comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui vit ça ou qui vit ça, ça va pouvoir vous permettre d'utiliser votre imagination petit à petit, sans avoir besoin de ces exemples-là, pour comprendre les autres. Alors l'empathie, ça sert à quoi ? Dans toutes les recherches que j'ai faites pour préparer cette vidéo, je n'ai pas trouvé la réponse à cette question. Ce que j'ai pu trouver, c'est que visiblement c'est quelque chose de social, parce que en fait quand on a de l'empathie, on a des comportements spécifiques dans lesquels on va pouvoir être là pour l'autre. C'est probablement utile sur le plan social, mais j'ai pas pu trouver de ressources scientifiques qui diraient on est sûr que ça sert à ça ou à ça. Et puis il y a des mythes aussi, encore sur l'empathie, notamment le fait que ça viendrait des neurones miroirs, mais dernièrement ça a été démenti, que ça suffirait pas, et puis d'ailleurs, est-ce que les neurones miroirs auraient vraiment une action dans ce type de comportement humain ? Donc ça, c'est encore des choses qui restent à découvrir. Surtout que dans certaines publications, j'ai pu lire qu'il y avait parfois ce qu'on appelle des détresses empathiques qui s'approchent de la contagion émotionnelle, dans lesquelles on a une intensité émotionnelle tellement forte que finalement on n'est plus tellement capable d'aider l'autre, et on appelle ça quand même empathie, puisqu'on dit que c'est une détresse empathique, même si c'est une détresse, ça reste de l'empathie. Donc voilà, je crois qu'il y a encore pas mal de recherches à faire sur le sujet pour comprendre vraiment à quoi ça sert, autrement que pour pouvoir aider les autres en thérapie ou quand ils sont nos amis, mais peut-être que sur le plan biologique et de l'évolution, ça a quand même une utilité sur le plan de la survie. Si vous avez cette réponse, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous en avez compris, et si vous avez trouvé des publications que moi je n'ai pas trouvées qui pourraient nous donner cette réponse un peu définitive. Est-ce qu'on peut faire de l'auto-empathie ? Alors, je dois te dire que c'est un terme que je connais pas. Tu l'as trouvé où ce terme-là, Fabien ? En CNV ? Ah, en CNV. Écoute, quand tu auras fait le module sur l'auto-empathie, tu pourras nous en parler. Moi, par contre, ce que ça m'évoque, c'est l'auto-compassion. Et l'autocompassion, c'est le fait de se donner à soi-même de la compassion. Alors, est-ce qu'on parle vraiment de compréhension ? Je dirais pas tout à fait ça dans la compassion, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre exactement ce qui se passe pour nous-mêmes, mais par contre, on peut se le pardonner et avoir de la compassion pour nous, en se disant que on a le droit de sentir ce qu'on sent, on a le droit de penser ce qu'on pense, et que c'est pas si grave si on a fait ou si on a dit telle ou telle chose, et que peut-être
on va pouvoir réparer éventuellement, etc. C'est-à-dire un petit peu d'être moins sévère qu'on peut avoir l'habitude de l'être et de s'aimer suffisamment pour pouvoir se pardonner des erreurs parce que c'est juste le fait d'être être humain et ce serait illusoire de penser qu'on va toujours tout faire parfaitement. D'ailleurs, ça met beaucoup de pression. Donc l'auto-empathie, je ne sais pas, peut-être Fabien pourra nous dire bientôt de quoi il s'agit, mais en tout cas l'autocompassion c'est extrêmement important en psychothérapie. On a vraiment besoin de travailler ça parce que si les personnes n'ont pas assez de compassion pour elles-mêmes, elles vont pas développer tout un tas de compétences ou elles ne vont pas changer des choses pour qu'elles se sentent mieux parce qu'elles ne vont pas considérer soit qu'elles le méritent, soit qu'elles en sont capables, soit que elles ont assez de valeur pour que ce soit acceptable de le faire. Donc c'est vraiment un travail primordial à faire. J'espère que grâce à Catherine, vous avez compris un peu mieux qu'est-ce que l'empathie et à quoi ça sert. Parce que c'est une question, c'est vrai qu'on nous pose souvent, et puis je trouve que c'est souvent confondu avec la contagion émotionnelle. J'ai un bouquin dans les placards là sur ce sujet, je vous en reparlerai bientôt de la contagion émotionnelle. D'accord, en attendant, peut-être que tu nous en reparleras dans la lettre psy. C'est une lettre qu'on écrit tous les deux, Catherine et moi. Ça sort toutes les 2 semaines et on y parle de psychologie avec donc des articles que Catherine a écrits, aussi des revues de livres, de films, de séries, de jeux vidéo. Tout ça évidemment en lien avec la psychologie. Et puis on vous parle aussi de nos ateliers en ligne, parce que Catherine la psy, c'est avant tout des ateliers en ligne, de travail sur soi. Pour l'instant, on en a 3 en ligne. Pour vous abonner à notre lettre psy, vous pouvez aller sur catherinelapsy.com, tout attaché, et vous avez un bandeau où vous pouvez laisser votre adresse email. À bientôt!